Une mémoire d'éléphant de Agatha Christie. Partie 3. Chapitre 8. Mrs. Oliver se met à l'ouvrage. Mrs. Oliver entra chez Williams et Barnett, une grande pharmacie qui vendait également des produits de beauté en tout genre. Elle s'immobilisa un instant devant une vitrine contenant différents remèdes contre les cors, hésita devant une montagne d'éponges synthétiques et vint s'arrêter finalement devant une vendeuse d'environ 25 ans, légèrement dodue, pour se renseigner sur certains rouges à lèvres. La romancière poussa alors une exclamation de surprise. « Mon Dieu, mais c'est Marlène !»« Par exemple, Mrs. Oliver, je suis bien contente de vous voir. C'est formidable. Les autres filles vont être soufflées quand je leur dirai que vous êtes venues chez nous. » Inutile de leur en parler. Oh, je suis bien sûre que si elles vous aperçoivent, elles vont foncer sur vous en brandissant leur carnet d'autographes. J'aimerais mieux pas. Comment allez-vous, Marlène ? Ça va, merci. Je ne savais pas que vous étiez toujours employée ici. Ma foi, ça vaut un autre endroit, et on est bien traité. L'année dernière, j'ai obtenu une augmentation de salaire, et j'ai maintenant la responsabilité de tout ce rayon, ce qui est intéressant. Votre mère va bien aussi ? Très bien, je vous remercie. Elle sera contente de savoir que je vous ai rencontré. Habitez-vous toujours au même endroit ? Toujours. Si elle est à la maison en ce moment, je pourrais peut-être m'arrêter quelques instants avant de me rendre à mes affaires. Oh oui, c'est une excellente idée. Je regrette de ne pouvoir quitter le magasin pour vous accompagner, mais il y a encore plus d'1 heure avant la fermeture. Ce sera pour une autre fois. Mrs. Oliver s'en fut après avoir fait l'acquisition d'un bâton de rouge à lèvres dont elle n'avait nul besoin. Elle remonta dans sa voiture, longea la grande-rue, passa devant l'hôpital et s'engagea dans une rue plus étroite, bordée de petites villas. Une femme maigre, aux cheveux gris mais d'allure énergique, vint lui ouvrir. « Mrs. Oliver, il y a des années que je ne vous avais pas vue. Donnez-vous donc la peine d'entrer. Puis-je vous offrir une tasse de thé ? Je vous remercie, mais je viens précisément de le prendre chez une amie, et il faut que je regagne Londres sans trop tarder. À propos, je me suis arrêtée à la pharmacie pour faire un petit achat, et j'ai vu Marlène. Elle a un bon emploi et est très bien considérée. On dit qu'elle fait preuve de beaucoup d'esprit d'initiative. Et c'est très bien ça. Et comment allez-vous, Mrs. Buckle ? Vous paraissez en excellente santé. Vous n'avez pas du tout vieilli depuis notre dernière rencontre. Oh, je ne me hasarderai pas à prétendre ça. J'ai mis de cheveux blancs et j'ai beaucoup maigri. J'ai rencontré aujourd'hui plusieurs amis. Il y a des jours comme ça. Mrs. Oliver suivit Mrs. Buckle dans un petit salon encombré de meubles et d'objets divers. « Vous souvenez-vous de Mrs. Carters ?» demanda-t-elle. « Julia Carters. »« Bien sûr, elle ne doit plus être de première jeunesse. »« Certes, mais nous avons évoqué de vieux souvenirs. Nous avons même parlé de cette tragédie qui a eu lieu pendant que j'étais en Amérique. Vous vous souvenez ? Chez les Ravenscroft. Oui, je me souviens même très bien. Vous avez travaillé chez eux à une certaine époque, me semble-t-il. C'est exact. J'y allais 3 matinées par semaine. C'étaient des gens charmants. Elle, une vraie dame. Lui, un officier de la vieille école. Oui, ils étaient vraiment charmants. Est-ce que vous alliez encore chez eux quand a eu lieu ce drame ? Non, j'avais dû abandonner ce travail parce que ma tante Edith était venue habiter chez nous. La pauvre vieille était en mauvaise santé, presque aveugle, et il m'était impossible de continuer à travailler à l'extérieur. J'avais cessé d'aller chez Lady Ravenscroft 1 ou 2 mois avant le drame. Quelle chose terrible ! J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un double suicide. Ce n'est pas ce que je pense. En fait, je suis persuadée qu'il n'aurait jamais commis un tel acte, car ils s'entendaient à merveille. Ils habitaient Bournemouth, n'est-ce pas, avant de venir dans votre région ? Oui, mais ils trouvaient que c'était un peu trop loin de Londres, et c'est pour cela qu'ils avaient préféré venir s'installer ici. Ils avaient acheté une ravissante villa entourée d'un magnifique jardin. Étaient-ils tous deux en bonne santé à l'époque où vous alliez chez eux ? Le général approchait de la 60aine, et il avait eu une petite crise cardiaque. Il devait prendre régulièrement des pilules
et évitait toute fatigue exagérée, mais sa vie n'était pas en danger. Et Lady Ravenscroft? Ma foi, je crois que l'existence qu'elle avait menée à l'étranger lui manquait un peu, car il ne fréquentait pas beaucoup de gens par ici. Ils avaient fait la connaissance d'un certain nombre de familles de leur rang, mais ce n'était tout de même pas comme lorsqu'ils étaient aux Indes, où ils avaient de nombreux domestiques et recevaient énormément. Et vous pensez que ces réceptions manquaient à Lady Ravenscroft? Mon Dieu, ce n'est qu'une impression personnelle. Je ne sais plus qui m'a affirmé qu'elle avait pris l'habitude de porter une perruque. Oh, elle en avait même plusieurs, répondit Mrs. Buckle avec un léger sourire. Très belle, très coûteuse aussi. De temps en temps, elle en renvoyait une à Londres, au magasin où elle l'avait achetée, pour la faire remettre en état. Elles étaient toutes différentes, d'ailleurs. Il y en avait une au reflet cuivré et une autre avec de petites mèches grises qui lui allaient à ravir. Et puis deux autres encore, moins belles, mais qui étaient plus pratiques pour les jours où il faisait mauvais temps. Elle attachait beaucoup d'importance à son apparence physique, vous savez, et elle dépensait des sommes folles pour ses toilettes. Quelle a été, à votre avis, la cause de ce drame? Étant absente d'Angleterre à cette époque-là, je n'ai guère entendu parler de cette affaire. Et, à mon retour, je n'ai pas osé poser trop de questions, mais il faut bien qu'il y ait eu une raison. J'ai cru comprendre que le revolver appartenait au général. Oui, il en avait deux, et il prétendait que l'on n'est pas véritablement en sécurité chez soi si on ne possède pas d'armes. Peut-être avait-il raison, bien qu'il n'ait jamais eu le moindre ennui auparavant. Du moins, à ma connaissance. Un jour, pourtant, il s'est présenté à un drôle d'individu, un type qui ne me plaisait pas du tout. Il voulait absolument voir le général, disant qu'il avait servi dans son régiment quand il était plus jeune. Sir Alister lui a posé quelques questions et a sans doute jugé qu'il ne pouvait lui faire confiance, car il l'a renvoyé aussitôt. Vous aviez donc l'impression que c'est une tierce personne qui a commis le crime? Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Néanmoins, je dois dire que le jardinier qui venait chaque jour ne me plaisait pas beaucoup lui non plus. Et puis, il n'avait pas très bonne réputation. Et j'ai cru comprendre qu'il avait fait de la prison à plusieurs reprises. Et cela vous amène à penser qu'il aurait pu être coupable? J'avoue que j'ai toujours eu cette idée. Mais il est probable que je me trompe. On a raconté qu'il y avait sans doute quelque histoire plus ou moins scandaleuse, je le sais. Mais ce sont là de pures sottises. C'est un étranger qui a fait le coup, c'est sûr. Il vous suffit de lire les journaux chaque jour pour être fixé. Des jeunes gens, presque des enfants, se bourrent de drogue et tirent sur les honnêtes citoyens sans le moindre motif. D'autres invitent une jeune fille à boire un verre dans un pub et le lendemain on retrouve son cadavre dans un fossé. D'autres encore volent des bébés dans leur landau. On a parfois l'impression que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi. Bien sûr, à l'époque où s'est déroulé le drame dont nous parlons, la violence n'avait pas encore atteint un tel degré. Il n'en est pas moins vrai que Sir Alister et Lady Ravenscroft, partis pour aller faire leur promenade habituelle, ont reçu chacun une balle dans la tête. Était-ce dans la tête? Ma foi, je ne saurais l'affirmer. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont morts tous les deux sur le coup. Étaient-ils en bons termes? Bah, il y avait bien parfois quelques petits accrochages, comme dans tous les ménages, mais rien de grave. Pas de maîtresse? Pas d'amant? Je n'ignore pas qu'on a murmuré certaines choses, mais c'étaient des stupidités. Il n'y avait rien du tout. Rien. Vous savez bien que les gens se complaisent à inventer des histoires de ce genre. Peut-être l'un d'eux était-il malade? Lady Ravenscroft était allée à Londres, à 2 ou 3 reprises, consulter un médecin, et je crois qu'elle projetait de se faire hospitaliser pour une opération, mais je n'ai jamais su de quoi il s'agissait. En fait, elle a bien passé un certain temps à l'hôpital, mais on l'a guérie sans qu'elle ait eu à subir une intervention quelconque. Et quand elle est revenue, je l'ai même trouvée rajeunie. Sans doute avait-elle aussi suivi un traitement pour le visage. Et, avec sa perruque à boucles, elle était véritablement ravissante. Et Sir Alister? Un vrai gentleman. Je n'ai jamais entendu parler du plus petit scandale à son sujet. Seulement,
Bien sûr, quand il se produit un drame, les gens se mettent aussitôt à jaser, quitte à inventer les histoires les plus abracadabrantes. On a murmuré qu'il avait eu un accident, un traumatisme crânien, je crois que c'est le mot, n'est-ce pas, quand il était aux Indes. J'avais autrefois un oncle qui avait fait une chute de cheval et qui, par la suite, était devenu quelque peu bizarre. Pendant 6 mois, on ne s'était aperçu de rien. Et puis un jour, on avait dû l'enfermer dans un asile parce qu'il voulait assassiner sa femme. Il l'accusait de le persécuter et d'être une espionne à la solde d'une puissance étrangère. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les familles. De toute façon, vous ne pensez pas qu'il y ait la moindre parcelle de vérité dans les histoires que j'ai entendues à ce sujet, en particulier des querelles qui auraient pu amener l'un des deux à tuer l'autre et à se donner la mort ensuite? Non, je ne le pense vraiment pas. Les enfants se trouvaient-ils à la maison au moment du drame? Non, Miss Celia était en Suisse, et c'est fort heureux, car le choc aurait été encore plus terrible pour elle si elle s'était trouvée en Angleterre. Et il y avait aussi un garçon. Oui, Edward. Sir Alister se faisait un peu de soucis à son sujet, car le gamin, pour une raison inconnue, paraissait avoir pris son père en aversion. Ça, je ne pense pas que ce soit très grave. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment, à un moment donné, chez les enfants. Était-il très attaché à sa mère? À mon avis, elle s'occupait presque trop de lui. Elle était à ses petits soins, et cela avait parfois l'air d'indisposer le gamin. Vous savez, les garçons n'aiment pas beaucoup que l'on soit toujours après eux pour leur dire de faire attention à ceci ou à cela, de mettre un vêtement plus chaud ou un pullover supplémentaire. Mais le garçon n'était pas non plus à la maison au moment du drame. Non. A-t-il été très affecté? Je ne saurais le dire, car je n'allais plus travailler à la villa depuis un certain temps. En tout cas, je ne puis que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui ne me plaisait pas, c'était le jardinier, un nommé Fred Weasel. J'ai la nette impression qu'il avait dû plus ou moins chaparder et que Sir Alister était sur le point de lui donner ses 8 jours. Et c'est pour cette raison qu'il aurait tué la femme en même temps que le mari? Demanda Mrs. Oliver d'un ton incrédule. Évidemment, on comprendrait mieux qu'il ait simplement tué le général. Mais supposez que Lady Ravenscroft soit arrivée précisément à ce moment-là. Il était obligé, par mesure de sécurité, de se débarrasser d'elle également. On lit souvent des choses de ce genre dans les livres. Dans les livres, oui, dit Mrs. Oliver d'un air pensif. Et il y avait aussi le précepteur. Quel précepteur? Master Edward, qui avait été malade, avait manqué l'école pendant 6 mois. Aussi avait-on engagé un précepteur qui est resté environ 1 an. Lady Ravenscroft l'appréciait beaucoup, car elle aimait la musique, et lui aussi. Il s'appelait, je crois, Mr. Edmonds. En ce qui me concerne, je le trouvais un peu trop maniéré. Et, à mon avis, Sir Alister ne l'aimait pas outre mesure. Mais Lady Ravenscroft n'avait pas la même opinion sur lui. Ils avaient pas mal de goûts en commun, et je pense que c'était elle qui l'avait choisi, et non le général. Notez qu'il avait une excellente éducation, parlait bien. Et le petit garçon? Je crois qu'il l'aimait bien. De toute façon, n'allez pas ajouter foi au racontard que vous pourrez entendre. Lady Ravenscroft n'a jamais eu de liaison avec ce jeune homme. Et il n'y avait rien, non plus, entre Sir Alister et cette fille qui lui servait de secrétaire. Non, celui qui a commis ce meurtre est venu de l'extérieur. Vous pouvez m'en croire. La police n'a pas été capable de découvrir quoi que ce soit, car elle n'a peut-être pas creusé la question bien à fond. J'ai idée qu'on aurait dû s'intéresser aux personnes qui ont pu connaître les Ravenscroft avant leur retour en Angleterre. Peut-être même aurait-on pu chercher à Bournemouth. On ne sait jamais. Que pensait votre mari de toute cette affaire? Demanda Mrs. Oliver. Il n'en savait sans doute pas autant que vous sur eux, mais il a pu entendre des bavardages. Oh, des bavardages, pour sûr qu'il en a entendu en allant dans les pubs le soir. Soit au Georges, soit au Flag. Les gens ne se gênent pas pour inventer des tas de mensonges. On est même allé jusqu'à prétendre que Lady Ravenscroft buvait, et qu'on avait trouvé dans la maison des tas de casiers de bouteilles vides.
C'est absolument faux. Bien entendu. Il y avait aussi un neveu qui venait de temps à autre leur rendre visite et qui, a-t-on murmuré, avait eu maille à partir avec la police à un moment donné. Mais je n'en crois rien. D'ailleurs, il n'était pas là au moment du drame. Personne d'autre ne vivait dans la maison en permanence? Il y avait une sœur de Lady Ravenscroft qui y venait parfois. Je crois, d'ailleurs, que ce n'était que sa demi-sœur. Elle lui ressemblait, mais en moins bien, et elle devait avoir 2 ou 3 ans de plus. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'à chacune de ses visites, elle semait plus ou moins la discorde entre eux. C'était une de ces femmes qui aiment à embrouiller les choses et à raconter des histoires pour le seul plaisir d'ennuyer les autres. Lady Ravenscroft et elle étaient néanmoins en bons termes. Je n'en suis pas sûre. J'ai l'impression que la sœur en question s'imposait plus ou moins, et que Lady Ravenscroft n'était pas autrement enchantée de la voir chez elle. Le général l'aimait peut-être davantage parce qu'elle jouait très bien aux cartes et aux échecs. D'ailleurs, elle était assez amusante à sa façon. Est-ce que vous l'aimiez, vous? À franchement parler, non, je ne l'aimais pas. Je la prenais pour une belle enquiquineuse, si vous me permettez ce terme. Elle avait un fils qui venait parfois avec elle et qui ne me plaisait guère non plus. Un peu trop sournois, à mon avis. Mais, de toute façon, au moment du drame, il y avait quelque temps qu'aucun des deux n'était venu. Mrs. Oliver poussa un soupir. « J'ai bien l'impression, dit-elle, que personne ne connaîtra jamais la vérité sur le fond de cette affaire. Il s'est écoulé trop de temps depuis cette époque. À propos, j'ai vu ma filleule l'autre jour. »« Ah oui? Comment va-t-elle? »« Très bien. Je crois même qu'elle songe à se marier. En tout cas, elle sort avec un jeune homme. »« Bah, nous avons toutes connu ça. Mais généralement, on n'épouse pas le premier qu'on rencontre. Et 9 fois sur 10, ça vaut mieux. Vous ne connaissez pas Mrs. Burton Cox, j'imagine? »« Burton Cox? Non, je ne crois pas. Ce nom ne me dit rien. » Chapitre 9. Résultat de recherche. « Il y a eu un coup de téléphone pour vous, monsieur, » annonça George. « C'était Mrs. Oliver qui désirait savoir si elle pouvait venir vous rendre visite ce soir, après dîner. »« Ce serait admirable, George, admirable. J'ai eu une journée harassante, et cela me fera du bien de la voir. Elle est toujours agréable, et sa conversation ne manque jamais d'imprévu. A-t-elle, par hasard, parlé d'éléphants? »« D'éléphants? Non, monsieur. »« Ah, dans ce cas, il se pourrait bien que la poursuite de ces sympathiques pachydermes se soit avérée décevante. » Georges considéra son maître d'un air intrigué. Il y avait des moments où il ne saisissait pas bien l'à-propos des remarques du célèbre détective. « Rappelez-la, et dites-lui que je serai on ne peut plus ravi de la recevoir. » Georges s'éloigna et revint quelques minutes plus tard annoncer que Mrs. Oliver serait là à 9h moins le quart. « Vous préparerez du café, Georges, » dit le détective, « et il faudra aussi prévoir des petits fours. »« Et sans doute une liqueur, monsieur ? » ?»« Non, ce n'est pas nécessaire. Je prendrai, moi, une goutte de sirop de cassis. »« Bien, monsieur. » Mrs. Oliver se présenta à l'heure dite, et Poirot l'accueillit avec sa courtoisie proverbiale et les signes de la plus évidente satisfaction. « Comment allez-vous, chère madame ? » ?»« Je suis littéralement épuisée, » répondit la romancière en se laissant tomber dans un fauteuil. « Ah, qui va à la chasse ? Je ne me rappelle plus la suite. »« Perd sa place, » compléta Mrs. Oliver. « J'ai appris ça quand j'étais jeune. » Ce dicton, cependant, ne me semble pas pouvoir s'appliquer au genre de chasse que vous pratiquez en ce moment, à moins qu'il ne s'agisse d'une métaphore. Pas du tout. Je me suis livrée à une chasse éperdue. Ici, là, ailleurs, partout. Si vous saviez la quantité d'essence que j'ai brûlée, les sommes que j'ai versées au chemin de fer britannique, le nombre de lettres que j'ai écrites, vous en seriez effrayé. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est fatigant. Dans ce cas, reposez-vous,
et vous allez boire une bonne tasse de café. S'il est très noir et très fort, je veux bien. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Puis-je vous demander si vous avez obtenu des résultats? De nombreux résultats. L'ennui, c'est que j'ignore s'ils vous serviront à quelque chose. Vous avez néanmoins appris des faits concrets. Concret, c'est beaucoup dire. J'ai appris un certain nombre de détails que l'on m'a présentés comme des faits, mais je ne puis m'empêcher d'éprouver des doutes sur leur valeur intrinsèque. De simples on-dit, par conséquent. Mieux que ça, tout de même, j'ai recueilli des tas de souvenirs. Mais vous n'ignorez pas que lorsqu'on se rappelle les événements, on ne se les rappelle pas toujours avec toute la précision souhaitable. Certes, mais ce sont néanmoins ce que l'on peut appeler des résultats. Et de votre côté, qu'avez-vous fait? Vous êtes impitoyable, cher ami. Vous voudriez, à mon âge, me faire courir, me voir réaliser des exploits? Avez-vous couru? Oh non. J'ai simplement eu quelques entretiens avec certains collègues. Ça paraît plus facile que ce que j'ai fait moi-même, protesta Mrs. Oliver. Oh, ce café est vraiment délicieux. Vous ne sauriez croire à quel point je suis fatiguée. Saine fatigue, j'en suis sûre. Mais racontez-moi donc ce que vous avez découvert. Je suis en possession d'une certaine quantité de suggestions et d'histoires variées, mais il m'est impossible de savoir si elles sont véridiques. Même si elles ne le sont pas, elles peuvent être utiles. Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Il arrive fréquemment que les gens vous rapportent les événements non tels qu'ils se sont déroulés, mais tels qu'ils les ont vus ou interprétés eux-mêmes. Malgré tout, leur interprétation est forcément basée sur des faits. J'ai là une liste des personnes que j'ai interrogées. Il est inutile que je vous raconte en détail où je suis allée et pourquoi, ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Qu'il vous suffise de savoir que j'ai surtout puisé mes renseignements auprès des gens qui avaient connu les Ravenscroft ou en avaient entendu parler. Ces renseignements viennent-ils de l'étranger? Un bon nombre d'entre eux. D'autres m'ont été fournis par des personnes qui ont connu le couple seulement après son retour en Angleterre. Et chacune des personnes portées sur votre liste vous a raconté une histoire ayant plus ou moins trait au drame. C'est à peu près ça. Je vais vous faire un bref exposé de ce que j'ai appris. Voulez-vous? D'accord. Mais prenez d'abord un petit four. Merci, dit Mrs. Oliver. Elle s'empara d'un gâteau qu'elle se mit à mâcher avec une belle énergie. Les gens que j'ai interrogés, reprit-elle, croyaient savoir ce qui s'est passé, mais ils n'avaient véritablement aucune bonne raison de le croire. Il s'agissait la plupart du temps de ce que quelqu'un d'autre leur avait raconté ou de ce qu'ils avaient entendu dire par des amis, des parents, des domestiques. Par exemple, le général écrivait ses mémoires, et il employait une jeune femme comme secrétaire. Il aurait pu, évidemment, y avoir quelque chose entre eux. Et, en fait, une certaine catégorie de gens ont pensé qu'il avait tué sa femme, avec l'intention d'épouser ensuite cette fille. Puis, horrifié par l'acte qu'il avait commis, il se serait suicidé. Explication fort romanesque. D'autres m'ont appris la présence à la villa d'un précepteur qui donnait des leçons au petit garçon, lequel avait été malade et absent de l'école pendant 6 mois. Or, ce précepteur était, paraît-il, d'assez belle allure. Et on a naturellement imaginé que Lady Ravenscroft en serait tombée amoureuse et aurait pu avoir une liaison avec lui. Exactement. Mais là encore, c'est du romanesque. Il n'y a absolument aucune preuve. On m'a signalé également l'existence d'un jardinier peu sympathique et d'une vieille cuisinière à moitié sourde et aveugle. J'ai noté aussi que Lady Ravenscroft avait été malade pendant un certain temps et j'ai pensé qu'elle avait dû perdre pas mal de cheveux, car elle avait fait l'acquisition de 4 perruques. J'ai, de mon côté également, entendu mentionner ce fait. Qui donc vous l'a signalé? Un de mes amis de la police qui m'a soumis les résultats de l'enquête. Mais ne pensez-vous pas que 4 perruques, ça fait tout de même beaucoup? J'aimerais avoir votre opinion. Mrs. Oliver réfléchit un instant en silence.
J'avais autrefois une tante qui portait une perruque, et elle en avait une seconde de rechange qu'elle mettait lorsqu'elle renvoyait la première chez son fournisseur pour un nettoyage ou une réparation. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un possédant 4 perruques. Mrs. Oliver tira un petit calepin de sa poche et se mit à le feuilleter rapidement. Mrs. Carstairs, âgée de 77 ans et très légèrement gaga. Voici quelques notes prises pendant qu'elle parlait. Se rappelle fort bien les Ravenscroft. Un couple très sympathique. Triste tragédie, cancer très probablement. J'ai demandé lequel des deux, à son avis, était atteint d'un cancer. Mais la brave vieille est incapable de s'en souvenir. Elle croit, cependant, que Lady Ravenscroft était allée consulter un médecin à Londres et y avait subi une opération. Elle était ensuite rentrée à la maison et son mari, absolument bouleversé, l'aurait tuée avant de se donner la mort. Est-ce une hypothèse personnelle de votre Mrs. Carstairs, ou bien est-elle en possession de faits précis et contrôlables? Je crains, hélas, que ce ne soit que pure hypothèse. Autant que j'ai pu en juger à plusieurs reprises, lorsque quelqu'un est frappé d'une maladie soudaine, on pense toujours qu'il s'agit d'un cancer, et les malades eux-mêmes le pensent souvent. Une autre personne, dont je ne parviens pas à lire le nom, il me semble que ça commence par un T, a prétendu que c'était le mari qui avait un cancer. Il en a été fort affecté, ainsi que sa femme. Ils en ont discuté ensemble et ont décidé de se suicider. Bien triste, et encore plus romanesque, commenta Poirot. Oui, et assez invraisemblable aussi. Il est vraiment décourageant de constater que les gens se souviennent d'un tas de choses tout en donnant l'impression d'avoir inventé ce qu'ils racontent. Ils ont simplement inventé l'explication des faits. Ils savent, par exemple, que quelqu'un s'est rendu à Londres pour consulter un médecin ou que cette même personne a été hospitalisée pendant 2 ou 3 mois. C'est là un fait qu'ils connaissent, dont ils ont entendu parler. Et ensuite, lorsqu'ils viennent à en parler eux-mêmes, beaucoup plus tard, ils vous fournissent une explication que, sans s'en rendre compte, ils ont forgée eux-mêmes. Ça ne vous aide guère, n'est-ce pas? Oh, mais si! Vous aviez parfaitement raison, l'autre jour, lorsque vous avez établi cette curieuse comparaison avec les éléphants. Il est important de connaître certains faits qui ont stagné, si je puis ainsi m'exprimer, dans la mémoire des gens sans qu'ils se soient véritablement rendus compte de la réalité ou du pourquoi de ces faits. Car il se peut fort bien qu'un de vos éléphants sache quelque chose que nous ignorons et que nous n'avons aucun moyen d'apprendre. C'est pourquoi certains souvenirs se sont transformés en hypothèses et en théories. Infidélité, maladie, jalousie, double suicide, concerté, et autres explications qui vous ont été suggérées. Il faudrait effectuer des recherches plus approfondies sur les points qui paraissent les plus vraisemblables. Les gens aiment à évoquer le passé. Seulement, ils vous citent un tas de personnages dont vous n'avez que faire, qui se rappellent vaguement un détail concernant une tierce personne qu'ils ne connaissent pas et dont ils ont simplement entendu parler, de sorte que les 2 individus qui nous intéressent vraiment, en l'occurrence le général et Lady Ravenscroft, finissent par nous paraître terriblement lointains et flous. En toute honnêteté, je n'ai pas l'impression que mes investigations nous aient apporté grand-chose de valable. « Ne croyez pas ça, » dit Poirot. « Vous constaterez, j'en suis persuadé, que certaines de vos notes auront quelque rapport avec la réalité. Je puis vous dire, à la suite des recherches que j'ai effectuées moi-même dans les comptes rendus et dépositions, que ces 2 décès restent particulièrement mystérieux, même aux yeux de la police et en dépit des conclusions de l'enquête. Sir Alister et sa femme formaient un couple uni. On n'avait soulevé aucun scandale à leur sujet, et on n'a pas découvert de maladie incurable qui aurait pu les inciter à se donner la mort. Naturellement, je parle en ce moment de la période qui a immédiatement précédé le drame. Mais il y avait eu auparavant leur long séjour en Inde. Je sais, et j'ai obtenu sur cette période un certain nombre de renseignements, fournis
par une ancienne nounou qui a maintenant près de 80 ans. Des renseignements intéressants? Jusqu'à un certain point, elle m'a parlé d'une tragédie qui aurait eu lieu aux Indes, mais elle ne paraissait pas très au courant des détails. Je ne suis même pas sûre que ça ait quelque chose à voir avec les Ravenscroft. L'événement aurait aussi bien pu concerner d'autres personnes dont elle ne se rappelle pas les noms. Il s'agissait d'un cas de folie concernant la belle-sœur de quelqu'un. Cette personne aurait séjourné en maison de santé pendant plusieurs années. J'ai cru comprendre qu'elle avait, bien longtemps auparavant, tué ou tenté de tuer ses propres enfants. Quelques années plus tard, elle avait été jugée guérie et était venue aux Indes résider chez ces gens-là. Et alors était survenue une autre tragédie ayant trait, encore une fois, à des enfants. L'affaire a été étouffée. Mais je me pose des questions. Y a-t-il eu, à un moment ou à un autre, des troubles mentaux dans la famille du général Ravenscroft ou dans celle de sa femme? Il me semble qu'il y a peut-être des recherches à effectuer. Oui, murmura rêveusement Poirot. Des troubles de cet ordre reparaissent parfois après de nombreuses années. Il m'a semblé que la vieille nounou avait pu faire erreur sur les faits ou sur les personnes impliquées, mais ça pourrait tout de même cadrer avec les propos que m'a tenus Mrs. Burton Cox lors de ce fameux dîner. Et elle pensait que la jeune fille, votre filleule, pouvait être au courant. Ma foi, il n'est pas impossible que Célia sache quelque chose. À l'époque, on a dû évidemment lui cacher la vérité, mais par la suite, elle a pu apprendre certains détails de la vie de ses parents et comprendre lequel avait tué l'autre, sans pour autant vouloir laisser supposer qu'elle est au courant. Or, cette Mrs. Burton Cox prétend que son fils songe à épouser ma filleule, et je crois comprendre pourquoi elle veut savoir, si c'est le mari qui a tué sa femme ou si c'est l'inverse qui s'est produit. Elle doit certainement penser que si c'est la mère qui a tué le père, il serait très imprudent de la part de son fils d'épouser cette jeune fille, tandis que le contraire aurait moins d'importance. Vous voulez dire que, à son avis, la folie se transmettrait par les femmes, si toutefois folie il y a? Vous savez, je ne la crois pas particulièrement intelligente. Les résultats que vous avez obtenus sont, je le reconnais, intéressants. Mais nous avons encore, hélas, beaucoup à faire. Je possède également d'autres renseignements, mais de seconde main, si je puis dire. Quelqu'un m'a dit, les Ravenscroft, n'était-ce pas ce couple qui avait adopté un enfant? Un des leurs était mort aux Indes, et ils avaient alors pris celui-là. Puis, quand toutes les formalités officielles ont été remplies, la mère a voulu le reprendre, et il y a eu procès. Le tribunal leur ayant tout de même confié la garde de l'enfant, la mère a procédé à une tentative d'enlèvement. Poirot se gratta pensivement son crâne chauve. Il y a, dans votre rapport, dit-il, certains points plus simples et que je préfère. Par exemple, les perruques. 4 perruques. J'ai pensé, moi aussi, que ce détail était étrange et pourrait s'avérer intéressant, mais, bien franchement, je ne vois pas à quoi il peut nous mener. Ça ne paraît avoir aucun sens. Quant à cette tragédie en Inde, la coupable était folle, et on ne voit pas pourquoi cette vieille histoire aurait poussé le général Ravenscroft et sa femme à se suicider. À moins qu'ils ne fussent eux-mêmes impliqués dans l'affaire, suggéra Poirot. Vous voulez dire que Sir Alister et sa femme auraient pu tuer quelqu'un? Un enfant illégitime, par exemple? Non, là, je crois que nous tombons en plein dans le mélodrame. Les gens, dit Poirot d'un air sentencieux, sont généralement ce qu'ils paraissent être. Que voulez-vous dire? Ils avaient toute l'apparence d'un couple uni, partageant un bonheur sans histoire. Ils ne paraissaient pas non plus avoir des ennuis de santé, hormis cette opération qui avait été, m'avez-vous dit, envisagée à un moment donné. Aucun des deux n'était menacé de cancer, de leucémie ou d'une autre maladie grave. Ils n'avaient pas devant eux un avenir sombre que, pour une raison ou une autre, ils se seraient sentis incapables d'affronter.
et nous ne parvenons à imaginer aucune possibilité, pas même une probabilité. S'il y avait, au moment du drame, une autre personne dans la maison, les policiers qui ont mené l'enquête affirment que rien ne leur a paru incompatible avec les faits. Pour une raison qui nous échappe, Sir Alister et sa femme ne voulaient pas continuer à vivre. Pourquoi ? Au cours de la dernière guerre, bien des gens étaient persuadés que les Allemands finiraient par débarquer en Angleterre, et j'ai connu un couple qui avait décidé de se suicider si le fait venait à se produire, prétendant qu'il leur serait impossible de continuer à vivre dans de telles conditions. Ce qui semble particulièrement stupide. Il faut avoir le courage d'affronter les événements qui se présentent. Ce n'est pas comme si votre mort allait profiter à quelqu'un d'autre. Je me demande... Quoi ? Eh bien, précisément, si la mort de Sir Alister et de Lady Ravenscroft n'aurait pas profité à une tierce personne. Vous pensez à quelqu'un qui aurait pu hériter d'eux ? Peut-être pas exactement ça, mais il se peut que quelqu'un ait eu, après leur disparition, une chance de mieux réussir dans l'existence. Peut-être y avait-il dans leur vie quelque chose qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants puissent apprendre jamais. Poirot poussa un soupir. « L'ennui avec vous, dit-il, c'est que vous pensez trop souvent à des choses qui auraient pu se produire. Vous me fournissez une somme considérable d'idées, mais si seulement elles étaient envisageables. S'il y avait une probabilité pour que l'on puisse en tirer quelque chose. Voyons. Pourquoi la mort de ces deux personnes aurait-elle été nécessaire ? Selon toute apparence, ils n'avaient pas de soucis, pas de maladie, ils paraissaient parfaitement heureux. Alors, pourquoi, au soir d'une belle journée, sont-ils allés faire une promenade sur la falaise accompagnés de leur chien ? Qu'est-ce que le chien vient faire là-dedans ? Ma foi, je me demande. L'ont-ils volontairement emmenés avec eux, ou bien l'animal les a-t-il suivis de lui-même ? Oui. Que vient-il faire, en effet ? Sans doute rien, comme les perruques. Ce n'est qu'un autre détail inexplicable et qui semble n'avoir aucun sens. Un de mes éléphants m'a dit que le chien en question était extrêmement attaché à Lady Ravenscroft. Or, un autre m'a affirmé qu'il l'avait mordu. « On en revient toujours au même point, » dit Poirot. « Il nous faut en apprendre davantage. Mais comment faire alors que tant d'années se sont écoulées ? Il me semble, pourtant, que vous êtes parfois parvenu à élucider des cas qui se présentaient dans des conditions identiques. Je me rappelle en particulier la mort d'un artiste peintre assassiné au bord de la mer. Vous aviez découvert le coupable sans pour autant connaître les gens qui avaient pu graviter autour de lui. Il est vrai que je ne connaissais personne, mais j'avais appris bien des choses par d'autres gens. Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire, répondit Mrs. Oliver. Seulement, jusqu'à présent, je n'ai pu trouver personne pour m'apprendre quelque chose de vraiment valable. Personne qui ait vu les événements d'assez près. Croyez-vous que nous devrions abandonner ? Je pense que ce serait la sagesse même. Hélas, il arrive un moment où l'on ne souhaite plus suivre les conseils de la sagesse. Un moment où l'on veut en savoir davantage. J'avoue que j'ai fini par m'intéresser à ce couple, à ces deux enfants. Comment sont-ils, au fait ? Les enfants ? Je ne crois pas avoir jamais rencontré le garçon, mais si vous désirez faire la connaissance de ma filleule, je puis vous l'envoyer. J'aimerais assez la voir. Mais peut-être ne souhaiterait-elle pas tellement venir jusqu'ici. Dans ce cas, on pourrait essayer de ménager une rencontre d'apparence fortuite. Oui, ce pourrait être intéressant. Et il y a aussi une autre personne que j'aimerais rencontrer. Laquelle ? Votre amie, Mrs. Burton Cox. Ce n'est nullement mon amie. Je ne l'ai vue qu'une seule fois, lors de ce déjeuner dont je vous ai entretenu. Mais je présume que vous pourriez la rencontrer à nouveau. Sans la moindre difficulté. Je n'aurais qu'à lever le petit doigt pour la voir accourir. Il m'intéresserait de savoir pourquoi elle vous a posé cette question. Oui, je suppose que ce pourrait être utile.
D'ailleurs, je ne serais pas mécontente de prendre un peu de repos. Il me semble que c'est bien votre tour de dénicher d'autres éléphants. Chapitre 10. Desmond. 2 jours après cet entretien, Hercule Poirot dégustait son chocolat matinal tout en lisant pour la seconde fois une lettre qu'il venait de trouver dans son courrier. Cher Monsieur Poirot, je crains que vous ne jugiez ma lettre assez insolite. Aussi serait-il bon, sans doute, que je me recommande d'une de vos amies, Mrs. Ariane Oliver, la romancière. J'ai essayé d'entrer en contact avec elle pour lui demander si elle accepterait de me ménager une entrevue avec vous, mais il paraît qu'elle n'est pas chez elle en ce moment. Sa secrétaire m'a laissé entendre qu'elle se trouvait en expédition de chasse, quelque part en Afrique. Dans ce cas, elle risque évidemment d'être absente pendant un certain temps. Pourtant, je suis certain qu'elle aurait bien voulu m'aider. J'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer, car j'ai grand besoin de conseils. J'ai cru comprendre que Mrs. Oliver connaît ma mère, qu'elle a rencontrée récemment à un déjeuner littéraire. Si vous vouliez bien me permettre de me présenter chez vous, au jour et à l'heure qui vous conviendrait, cela me rendrait un immense service. Je ne sais si cela peut avoir une certaine importance, mais la secrétaire de Mrs. Oliver a mentionné le mot « éléphant ». Je présume que cela peut avoir quelque rapport avec son voyage en Afrique. La secrétaire a eu l'air de le prononcer un peu comme un mot de passe. Je n'y comprends vraiment rien, mais sans doute êtes-vous au courant. Je suis très ennuyé et anxieux, et je vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez me recevoir. Je vous prie de bien vouloir agréer, cher monsieur Poirot, l'expression de mes sentiments distingués. Desmond Burton Cox. Nom d'un petit bonhomme, s'écria le détective. Je vous demande pardon, monsieur. Ce n'est rien, George, une simple exclamation. Lorsque certaines choses ont envahi votre vie, il est parfois bien difficile de s'en débarrasser. En ce qui me concerne, il semble que ce soit une question d'éléphant. Poirot se leva, sonna sa fidèle secrétaire, Miss Lemon, et lui tendit la lettre de Desmond Burton Cox en lui demandant de bien vouloir arranger un rendez-vous avec son correspondant. « Je ne suis pas très occupé en ce moment, » précisa-t-il. « Vous pouvez donc lui fixer rendez-vous pour demain. »« C'est une affaire qui concerne les jardins zoologiques ?»« Sûrement pas. En tout cas, il est inutile de parler d'éléphants dans votre réponse. » Monsieur Desmond Burton Cox, annonça George en introduisant le visiteur. Poirot s'était levé, et il se tenait adossé au manteau de la cheminée dans une attitude très digne. Il resta quelques secondes muet, puis fit quelques pas en avant. Il s'était déjà formé une opinion sur le jeune homme qui se tenait devant lui. D'allure énergique, il paraissait cependant un peu nerveux et faisait visiblement un effort pour masquer son trouble. « Monsieur Hercule Poirot ?» demanda-t-il en tendant la main. « C'est moi-même. Veuillez vous donner la peine de vous asseoir, monsieur Burton Cox. Ensuite, vous m'exposerez les raisons qui vous ont poussé à me demander cet entretien. Je crains que ce soit assez délicat à expliquer. Beaucoup de choses sont délicates à expliquer dans la vie. Mais nous avons tout notre temps. Asseyez-vous. » Desmond considérait d'un air intrigué et vaguement inquiet l'étrange personnage qui lui faisait face. Avec son crâne en forme d'œuf et ses énormes moustaches, le détective lui apparaissait sous un aspect un tantinet comique, très différent, en vérité, de l'homme qu'il s'était attendu à rencontrer. « Vous êtes détective, n'est-ce pas ? J'imagine que l'on vient vous voir pour vous demander de découvrir certaines choses. C'est là, effectivement, une de mes tâches. Je ne pense pas que vous sachiez pourquoi je viens vous voir. Je suis néanmoins au courant de certains faits. Mrs. Oliver vous a-t-elle parlé de moi ? Elle m'a surtout dit qu'elle avait eu un entretien avec l'une de ses filleules, Miss Celia Ravenscroft. Oui, Celia m'en a parlé.
Mrs. Oliver est-elle... Connaît-elle ma mère? Je veux dire, la connaît-elle bien? Si j'ai bien compris, elle ne l'a rencontrée qu'une seule fois, à un déjeuner littéraire qui a eu lieu récemment, et elles n'ont eu ensemble qu'un très bref entretien. Je crois que votre mère a exposé à Mrs. Oliver une certaine requête. Elle n'avait nullement à s'occuper de cela, répondit le jeune homme en fronçant les sourcils d'un air légèrement irrité. Je vous comprends, dit Poirot, mais que voulez-vous? Beaucoup de mères croient devoir faire des choses que leurs enfants souhaiteraient leur voir éviter. Est-ce que je me trompe? Pas le moins du monde. Seulement, la mienne se mêle de choses qui ne la concernent en aucune manière. Si je ne m'abuse, Celia Ravenscroft et vous-même êtes en excellents termes. Mrs. Oliver a cru comprendre qu'il était question de mariage. C'est exact. Mais ma mère n'avait pas besoin d'aller poser des questions embarrassantes sur des événements passés qui ne la regardent pas. Les mères sont souvent ainsi. Je vous le répète, répondit Poirot avec un léger sourire. Sans doute êtes-vous très attaché à la vôtre. Je n'irai pas jusqu'à prétendre cela. Non, certainement pas. Voyez-vous, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas ma vraie mère. Oh, je n'étais pas au courant de ce fait. Elle avait perdu un petit garçon, et ensuite elle m'a adopté et élevé comme son fils. Elle parle toujours de moi comme si j'étais véritablement son fils, mais je ne le suis pas. D'ailleurs, nous ne nous ressemblons pas et ne voyons pas du tout les choses de la même manière. C'est compréhensible. Cependant, je me rends compte que je n'ai pas encore vraiment abordé le sujet qui m'a incité à solliciter un entretien avec vous. J'imagine que vous souhaitez me voir enquêter sur certains événements qui vous tracassent. C'est à peu près ça. J'ignore ce que vous savez déjà. Peu de choses, en vérité. Et pas de détails, en tout cas. J'ignore à peu près tout ce qui vous concerne, et ce qui concerne Miss Ravenscroft, que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. J'avoue que j'avais songé un instant à l'amener avec moi, et puis il m'a semblé qu'il valait mieux que je vous parle d'abord seul à seul. Vous avez agi sagement. Éprouvez-vous actuellement certaines difficultés particulières qui motivent votre visite? Pas vraiment des difficultés, non. L'événement qui nous hante s'est passé, vous ne l'ignorez pas, il y a bien longtemps, alors que Célia n'était qu'une enfant. Un drame inexplicable, ou, plus exactement, encore inexpliqué. 2 personnes affolées par un fait dont nous n'avons pas connaissance et qui commettent un double suicide. Nul ne paraît détenir des renseignements précis sur ce qui est arrivé et sur les raisons qui ont motivé le drame. Malgré cela, ma mère s'obstine à poser des tas de questions, et elle est ainsi parvenue à mettre Célia dans un tel état que la pauvre gosse ne sait plus maintenant si elle souhaite ou non donner suite à notre projet de mariage. Et vous? Souhaitez-vous encore l'épouser? Bien entendu. J'y suis fermement décidé, à condition qu'elle veuille toujours de moi. Mais je la sens anxieuse, nerveuse. Elle aussi veut savoir exactement le fond de l'affaire, et elle pense, peut-être à tort d'ailleurs, que ma mère sait quelque chose. J'éprouve beaucoup de sympathie pour vous, répondit Poirot, et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux des jeunes gens sensés. Dans ces conditions, si vous souhaitez vraiment vous marier, il n'y a pas de raison pour que vous ne le fassiez pas. Je dois dire que l'on m'a fourni, sur ma demande, un certain nombre de renseignements sur cette triste tragédie. Ainsi que vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, cela est du domaine du passé, et on n'a jamais découvert le mobile du drame. Voyez-vous, dans la vie, on ne peut pas toujours avoir l'explication de tous les événements. C'était un suicide, affirma le jeune homme. Il ne peut s'agir d'autre chose. Mais vous voudriez en connaître la raison, n'est-ce pas? Ma foi, oui. C'est à ce sujet que Célia se fait du souci, et elle a fini par me rendre presque aussi nerveux qu'elle-même. Bien sûr, moi, je ne peux rien savoir, puisque je n'étais pas là au moment du drame. Vous ne connaissiez alors ni Célia ni ses parents? Oh, si. Je peux dire que je connais Célia depuis toujours.
Les gens chez qui j'allais passer mes vacances habitaient tout à côté de ses parents lorsque nous étions enfants. Dès cette époque, Célia et moi étions de bons camarades, et nous nous entendions à merveille. Ensuite, nous avons été séparés et sommes restés de longues années sans nous rencontrer. Ses parents et les miens résidaient alors en Malaisie, et je crois qu'ils ont continué à se voir là-bas. Puis mon père est mort, et lorsque ma mère était aux Indes, elle a dû entendre parler de certaines choses dont elle vient maintenant de se souvenir. Et elle en est arrivée à se monter la tête, en s'imaginant que tout cela était vrai. Mais ça ne peut pas l'être, c'est impossible. Simplement, elle ne cesse d'importuner Célia à ce sujet, et j'aimerais savoir ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi? Ce que je veux, ce ne sont pas des contes de bonne femme, mais la vérité. Il est assez normal que vous éprouviez ce sentiment, et Célia encore plus que vous. Mais, au fond, est-ce que tout cela a vraiment de l'importance? Ce qui compte, c'est le présent, la jeune fille que vous désirez épouser. Qu'avez-vous à faire du passé? Que les parents de Célia se soient suicidés, que l'un des deux ait été tué accidentellement et que l'autre se soit ensuite donné la mort, cela présente-t-il plus d'importance que s'ils avaient été tués dans un accident de voiture? Je reconnais que ce que vous dites est parfaitement sensé, mais les choses en sont maintenant arrivées à un tel point que je tiens absolument à ce que Célia soit rassurée, car même si elle n'en parle guère, elle se fait beaucoup de mauvais sang. Ne vous est-il pas venu à l'esprit qu'il peut être extrêmement difficile, sinon impossible, de découvrir ce qui s'est réellement passé? N'allez-vous pas me confier une tâche que je serais incapable de mener à bien? Je voudrais que vous tentiez de savoir la vérité. Peut-être, n'est-ce pas, je le conçois, le genre d'enquête qui vous intéresse et que vous aimez. Hercule Poirot hocha lentement la tête. Je n'ai aucune objection à m'occuper de cette affaire, et je peux même vous avouer que cela satisferait la curiosité que j'éprouve. La question que je vous pose simplement est la suivante. Est-il sage ou nécessaire d'aller fouiller dans ce passé? Peut-être pas, mais voyez-vous. De plus, interrompit Poirot, ne croyez-vous pas comme moi que nous risquons de nous heurter à une impossibilité matérielle après tout ce temps? Non, sur ce point, je ne puis être d'accord avec vous. Je pense, au contraire, qu'il n'y a aucune impossibilité. Très intéressant. Et puis-je savoir ce qui motive cette opinion? Il existe deux personnes qui pourraient connaître certaines choses, pour la bonne raison qu'elles ont séjourné assez longtemps chez les Ravenscroft. Pourquoi n'allez-vous pas les voir vous-même? Je le pourrais, bien sûr. Mais il y a des questions que j'hésiterais à leur poser, et Célia n'aimerait pas le faire non plus. Non point que ces personnes soient désagréables ou cancanières, loin de là, mais parce qu'elles ont déjà dû être interrogées autrefois et qu'elles ont sans doute été incapables d'apporter à la police une aide efficace. Oh, je me rends compte que je m'exprime très mal. Pas le moins du monde. Dites-moi, est-ce que Célia Ravenscroft est d'accord avec vous? Je ne lui en ai guère parlé, parce que, voyez-vous, elle aimait beaucoup Maddy et Zélie. Maddy et Zélie, répéta Poirot d'un air intrigué. Je vais essayer de vous expliquer. Lorsque Célia était enfant, à l'époque où je l'ai rencontrée pour la première fois, alors que nous habitions tout près l'un de l'autre à la campagne, il y avait chez elle une jeune Française, ce que nous appellerions aujourd'hui une jeune fille au père, mais que l'on nommait alors une gouvernante. Célia avait pris l'habitude de contracter le mot mademoiselle en Maddy, et toute la famille avait fini par donner ce nom à la jeune fille. Elle jouait souvent avec nous et se montrait d'une extrême gentillesse. Et maintenant, en réfléchissant, j'ai pensé qu'en votre qualité de Français, elle vous dirait peut-être des choses qu'elle n'avait pas racontées aux autres. Et la seconde personne que vous avez mentionnée? C'est un peu la même chose. Maddy a dû rester 2 ou 3 ans chez les Ravenscroft. Puis, elle est retournée en France. Ou en Suisse. Je ne sais plus.
et l'autre est venue la remplacer. Celia lui avait donné le nom de Zélie, et tout le monde l'appelait ainsi. Elle était toute jeune, jolie et très amusante. Nous l'adorions littéralement, et je crois qu'elle nous aimait beaucoup aussi. Le général l'appréciait aussi à sa manière, car ils jouaient souvent au piquet ensemble. Et Lady Ravenscroft? Oh, elle aimait énormément Zélie. C'est même pour cela que la jeune fille est revenue après notre départ. Revenue? Oui, lorsque Lady Ravenscroft a été malade et hospitalisée, Zélie est revenue pour s'occuper d'elle. Et je crois, je suis même certain, qu'elle se trouvait là quand s'est produit le drame. Elle devrait donc savoir ce qui s'est réellement passé. Connaissez-vous son adresse actuelle? Oui, ainsi que celle de Maddy. Peut-être pourriez-vous aller les voir? Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais... Le jeune homme s'interrompit brusquement, et Poirot l'observa en silence pendant quelques instants. Oui, murmura finalement le détective. Sans doute y a-t-il là une possibilité. En effet,